RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Ce soir avec nos trois invités, nous allons parler politique en première partie avec Objectif Guyane et nos deux invités, le président d'Objectif Guyane, Fabien Covis, avec nous ce soir, et Jérôme Kipp, secrétaire général aussi d'Objectif Guyane. Que reste-t-il du passage de Najat Vallaud-Belkacem? C'est Bertrand Razan du STEG UTG de l'UG qui viendra nous en dire un petit peu plus sur les promesses, notamment de la ministre de l'Éducation nationale. Les filles, bonsoir. Bonsoir. C'est le retour de Théanie, qui était absente jeudi et vendredi. Ça s'est bien passé, au fait? Oui, très bien. D'accord, très bien. Ce soir, Théanie? Nous parlerons d'une pop-up store chilienne. Vanessa? Nous parlerons d'un backstage photo, d'une séance photo, pardon. D'accord, très bien. On envoie un petit message pour notre ami Lovadia, qui avait promis… Un moelleux au chocolat pour demain soir. D'accord, un moelleux au chocolat pour demain soir. Le journal Tout en images d'ici quelques secondes, mais juste avant de vous présenter le journal Tout en images, je vous propose la lecture d'un communiqué par l'ensemble de l'équipe d'ATG qui se félicite de la double victoire que constitue la décision de la Cour d'appel ce jour, 27 octobre 2014. Victoire pour la justice avant tout, car malgré toutes les tentatives menées ces derniers mois par les conseillers de M. Lepeletier, ancien président d'ATG, et ses partenaires auprès des tribunaux, les règles de droit ont été appliquées et rappelées à chaque fois. Victoire pour la pluralité des médias auxquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel est très attaché, qui met en défaut la volonté manifeste de politique de terre brûlée de notre prédécesseur. Cela démontre encore une fois le bon fonctionnement de nos institutions de la République qui permet une vraie liberté de la presse, nous permettant d'assurer la poursuite de nos émissions, la stabilité et la liberté éditoriale de la chaîne ATG. C'est un communiqué signé de l'ensemble de l'équipe d'ATG. Allez, sans plus tarder, le journal Tout en images, le rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite. Les chauffeurs de la régie communautaire des transports, la RCT, ont exercé leur droit de retrait ce matin suite à l'agression de l'un des leurs. Elle a eu lieu à 7 h du matin à la cité Montlucas. Le chauffeur qui était en pause s'est fait braquer par un individu qui lui a dérobé sa montre et d'autres accessoires. Bien organisés, deux autres personnes sont intervenues et ont continué à bousculer le chauffeur. Ce sont des points qu'on avait déjà relevés lors du dernier droit de retrait. Et rien n'a été fait. Et la preuve, maintenant, on se fait agresser encore à Montlucas. Et ce sont des lignes, tout le monde sait que cette ligne-là est difficile. Là, on a une réunion avec la direction qui nous dit que pour l'instant, on va mettre des policiers. Je suis bien d'accord qu'un policier, il va être là, il va dissuader. Mais après, ça va durer combien de temps cette solution-là? Il faut trouver une solution définitive, pas une solution sur une durée de 2-3 semaines. Alertés, les autres bus sont retournés au dépôt. Durant des heures, les employés se sont réunis dans ce bureau pour savoir s'ils reconnaissent le travail ou pas. On est en danger constamment, mais bon, après il faudra faire avec la clientèle. À Montlucas, il y a pas mal de problèmes. Tous les gens de Montlucas ne sont pas des voyous, c'est des gens corrects. Moi, je m'entends très bien avec les gens de Montlucas. Mais je pense que c'est quelques personnes indélicates qui causent ce problème. Vers 14 h, les premiers bus ont repris la route. Les conducteurs ont décidé que la ligne 3 ne rentrera pas dans la cité Montlucas jusqu'à la fin de la semaine et demandent qu'une solution soit trouvée pour le long terme. Le groupe d'études et de protection des oiseaux en Guyane, le GIPOG, organise sur 3 jours un séminaire intitulé « Patrimoine naturel des Outre-mer ». La rencontre se réalise dans le cadre du programme européen Life plus Cap d'Homme. C'est le moment d'échanger sur les techniques et les outils mis en place dans différents départements français pour préserver la nature. Alors on va parler à la fois de sujets plutôt techniques sur des outils qui vont nous permettre de savoir comment vont nos populations d'oiseaux par exemple. Est-ce qu'elles sont plutôt en augmentation dans les villes et en diminution en forêt ou l'inverse? Donc ce sont des outils d'évaluation.
On peut également évaluer des politiques publiques. Est-ce que mon type d'agriculture ou mon type d'exploitation forestière est bénéfique ou en tout cas n'impacte pas trop ou dans quelle mesure les populations d'oiseaux. Donc ça c'est du type outil de suivi. Et après on va avoir aussi des présentations des partenaires de la recherche ou des sciences humaines qui vont aussi nous expliquer comment on construit un projet de conservation en intégrant les communautés locales, les usages, les pratiques. Le programme Life plus Cap d'Homme a pour but de rassembler la Réunion, la Martinique et la Guyane autour des questions environnementales, favoriser le partage d'expériences sur la protection, la conservation et la valorisation de la biodiversité. À La Réunion, donc, on a déjà un certain nombre d'espèces à enjeux majeurs, notamment le léchenilleur de La Réunion, qu'on appelle communément le tuit-tuit. On a également d'autres espèces comme le papang, qui est le busard de Maillard, le seul rapace nicheur de notre île. Effectivement, nous avons des travaux qui sont par exemple similaires avec ceux de la Martinique. Donc le LIFE a permis entre autres d'améliorer toutes ces techniques de lutte en faisant des échanges non seulement entre ces DOM, entre les 3 DOM, mais également avec d'autres partenaires qui sont aussi sur des thématiques de ce genre et qui ont pu à travers ces séminaires nous rejoindre, faire part de leurs expériences et ainsi contribuer à l'amélioration des protocoles que nous mettons en place. Le séminaire Patrimoine naturel des Outre-mer, gestion, conservation, valorisation a débuté aujourd'hui à la région Guyane et touchera à sa fin mercredi. En date du 16 avril 2014, le parquet de Cayenne avait fait appel du jugement du tribunal mixte de commerce de placer la société ATG Antenne Télé Guyane en redressement judiciaire. 3 juges consulaires sur 5 étaient impliqués dans la société en qualité d'actionnaires ou conjoints d'actionnaires. Une incongruité soulevée dans les motivations du jugement du tribunal mixte de commerce. L'audience a eu lieu le 22 septembre dernier. La Cour a rendu sa décision ce lundi, déclare l'appel du ministère public irrecevable. Il y avait un appel qui datait d'avril par rapport à la première audience. C'est juste cet appel qui a eu lieu, dont l'audience s'est tenue le 22 septembre et le délibéré était ce matin. L'appel a été qualifié irrecevable. La demande de la partie adverse, à savoir Jean-Paul Le Pelletier, a été encore une fois rejetée. Donc nous, on continue à travailler sereinement et on va continuer dans ce sens. L'appel n'était pas suspensif. Entre-temps, la télévision ATG a été placée en redressement judiciaire, puis repris par la société Guyane Média. Juste la satisfaction de pouvoir continuer à travailler sereinement, comme on l'a fait depuis 3 mois, et de pouvoir continuer à développer ATG et fournir un programme de qualité aux téléspectateurs. Je ne sais pas ce que voudra faire l'ancien dirigeant, mais encore une fois, ATG était dans une situation vraiment extrême puisqu'il y avait plus d'1,5 million € de dettes qui est resté au passif de la société Antenne Télé Guyane. La chaîne locale a fait sa rentrée depuis un peu plus d'1 mois et demi. ATG en a peut-être cette fois-ci terminé avec la justice. Fondée par le président de la Chambre de commerce Jean-Paul Le Pelletier, la chaîne de télévision a frôlé la liquidation judiciaire en 2 ans. Vendredi, un pavillon de la Maison des Cultures et de Mémoire de la Guyane a été inauguré. Un lieu dédié à la richesse culturelle et qui a pour but de sensibiliser les Guyanais à leur patrimoine matériel et immatériel. Un espace baptisé en hommage à Joseph Oteniou, l'ancien président du Conseil général, décédé le 31 août dernier. Un symbole fort pour son fils qui lui a rendu un hommage émouvant. Ma famille et moi-même, nous sommes extrêmement fiers que le nom de mon père soit attribué à cet espace. C'est pour nous une reconnaissance pour lui, pour sa vie, pour ce qu'il a été. S'il était encore vivant aujourd'hui, je pense qu'il aurait été extrêmement gêné et embarrassé. Parce que c'était quelqu'un d'humble, de très simple, de très discret. Mais au fond de lui-même, il aurait quand même été heureux. La grande culture de Joseph Oteniou a été saluée par l'ensemble des élus et des personnalités. Ces derniers se sont réjouis de cette inauguration qui marque le début de la mise en place de la Maison des Cultures et des Mémoires de la Guyane. M. Joseph Oteniou était un homme de culture, d'une grande culture. Et le lieu est vraiment adapté au personnage. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas justement poursuivre cet accompagnement et permettre justement à la population cayennaise mais guyanaise de pouvoir se réapproprier ce lieu. L'espace Oteniou n'est que la première étape d'un projet d'envergure d'environ 60 millions d'euros financé par l'État, la région et le département.
D'autres aménagements restent encore à faire. D'autres espaces seront ouverts, par exemple dans 2 ans. Normalement, les archives départementales doivent ouvrir sur un autre site. Mais cette première aujourd'hui est très importante parce qu'elle marque en fin de compte le début, mais concrètement, elle matérialise en fait le début de cet immense projet, de ce projet d'envergure de Maison des Cultures et des Mémoires de la Guyane. L'ensemble de la Maison des Cultures et des Mémoires de la Guyane devrait voir le jour en 2022. Elle rassemblera alors les mémoires orales, écrites, matérielles et immatérielles des peuples guyanais. Dilma Rousseff a été réélue de justesse présidente du Brésil dans l'élection la plus disputée de l'histoire du pays. La candidate de gauche représentante du Parti des travailleurs l'a remportée avec 51,45% des voix contre 48,55% au candidat du Parti social-démocrate, Aécio Neves. Une élection considérée comme un plébiscite sur les 12 ans de gouvernement du PT. Malgré les difficultés économiques et les nombreuses dénonciations de corruption, les Brésiliens ont opté pour la poursuite de ce cycle qui a débuté avec Luiz Inácio Lula da Silva en 2003. Dans ce géant qui compte plus de 142 millions d'électeurs, la différence s'est jouée sur à peine 3 millions de votes. Comme prévu, Dilma Rousseff a largement emporté dans les régions pauvres du Nord-Est et largement perdu dans l'État de São Paulo. La grande surprise de cette élection est la victoire de l'actuelle présidente dans les urnes de l'État de Rio de Janeiro et Minas Gerais, sud-est du Brésil. Cette campagne électorale a divisé le pays en 2 blocs selon l'appartenance sociale. Les plus pauvres en faveur du gouvernement actuel et les plus aisés pour le changement. Le grand défi de ce nouveau mandat de Dilma Rousseff sera de réconcilier les citoyens du plus grand pays des Amériques. Ram Guyane, la galère continue, les conditions météorologiques handicapent les concurrents. En résumé, 9 skippers sont toujours à l'abri sur les côtes sénégalaises. Les 9 autres participants sont en mer. C'est le cas pour Jean-Pierre Lassalarié qui participe pour la seconde fois à la compétition. Pour le moment, il est 3e et c'est difficile. J'avoue que c'est assez pénible, j'avance et dès que j'arrête de ramer, c'est la punition, je fais marche arrière. Ceci dit, il ne faut pas lâcher les avirons. C'est ça la difficulté en fait, c'est qu'on ne peut pas se reposer. C'est vrai que c'est difficile pour le moral. La majorité des skippers qui ont levé l'ancre ont été déportés vers le sud et tentent maintenant de remettre le cap vers l'ouest. Mais rien ne prouve qu'ils ont pris de l'avance par rapport aux autres. Michel Auro, l'assistant du directeur de course, livre son analyse de la situation. Pour le moment, on a l'impression que ceux qui vont partir demain mardi vont être assez aidés, ça ne va pas être simple pour autant, mais ils seront vent de travers, ils arriveront à grignoter vers les îles du Cap-Vert. Et puis pour ceux qui sont au sud, les plus à la côte vont être quand même assez embêtés parce qu'ils auront des vents d'ouest, donc rabattants. Et en revanche, ceux qui sont déjà un peu au large, ils vont peut-être aussi bénéficier de ces fameux vents de nord qu'on nous promet pour 5 ou 6 jours et c'est grignoter aussi vers le large. Les 9 skippers réfugiés sous la presqu'île du Cap-Vert s'apprêtent à lever l'ancre demain matin en espérant que les conditions météorologiques soient meilleures. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec nos invités Objectif Guyane. On en parle tout de suite avec nos 2 invités, Fabien Covis et Jérôme Kipp. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Les filles ce soir, Théanie. Un pop-up store chilien. Vanessa. Backstage d'un shooting photo. Et notre deuxième invité également, troisième invité, Bertrand Razan du STEG UTG de l'UG pour bien sûr revenir sur le passage de Najat Vallaud-Belkacem. Le rendez-vous de l'info avec Objectif Guyane. Messieurs, 20 ans de gouvernance de gauche, ça suffit. C'est ce qu'on retient comme ça de votre dernière sortie. C'est ce que vous dites, ça suffit, mais il faut combler le vide. Qu'est-ce qui se passe à droite? On va vous poser 2 ou 3 questions là-dessus. 20 ans de gouvernance de gauche, ça suffit?
Je crois qu'à un moment donné, pour permettre au pays d'avancer, un peu d'alternance, ça ne fera pas de mal. Et pour la démocratie, c'est vachement important qu'il y ait une alternance. L'alternance, c'est le peuple qui décide. Hein? Oui, le peuple décide si effectivement vous avancez, vous avez un message très fort à faire passer, un projet à proposer à la population. Effectivement, dans ces conditions, quand ces considérations, le peuple choisit. Mais il suffit de voir la situation de notre pays, à part de faire des écoles, des collèges et des lycées, puis bon voilà, après, il y a quoi? On se pose la question. Aujourd'hui, nous, à Objectif Guyane, nous sommes en train de nous mettre en ordre de marche pour rassembler toute la famille de la droite, toutes les sensibilités du droite et du centre, pour pouvoir porter un autre message, pour pouvoir porter un autre discours, et puis se battre pour le pays. Parce que nous nous rendons compte que les élus d'aujourd'hui ne se battent pas suffisamment pour le pays. Comme je viens de vous dire, une fois qu'on a fait les écoles, les collèges et les lycées, on se contente. Bon, après, moi, je pense qu'il faut faire plus parce que les enjeux sont vraiment énormes. On ne peut pas se permettre que de cela. Lorsque je dis ça, je préfère préciser parce que je connais la mentalité. Hein. Je ne pointe pas du doigt quel que soit l'élu qui est en place par rapport à ses différentes compétences. Nous savons bien que la situation financière, elle n'est pas bonne, elle est catastrophique des différentes collectivités et on n'a pas suffisamment de marge de manœuvre pour nous permettre effectivement... Fabien Cofis, allez jusqu'au bout. Si vous dites qu'effectivement... Mais que Objectif Guyane a cette prétention-là... Non, mais voilà. Mais j'attends, mais je développe et puis pas de j'attends que problème. vous me titillez de manière à ce que... Nous rentrons dans le vif des choses. Je ne vous ai posé qu'une seule question. Quel est votre modèle social pour le département? Alors justement, vous dites, à part construire des écoles, des collèges et des lycées, on a bien compris, il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus d'objectifs. Que vous dites, hein, Jérôme Kipp? Effectivement, le constat est clair. Pour revenir un petit peu aussi, pour approfondir votre première question, ça fait 20 ans effectivement que nous sommes dans l'opposition, mais depuis 20 ans, nous ne proposons pas à droite ou au centre des candidats, des listes. Effectivement, donc le peuple guyanais, en règle générale, à toutes les élections, 35 à 40% de votants vont s'exprimer pour des listes de gauche, mais parce qu'ils n'ont pas de candidats à droite et de liste. Donc aujourd'hui, cet effort, il part d'un constat. On souhaite vraiment rétablir cet équilibre dans l'échiquier politique guyanais et proposer un vrai projet avec des hommes et des femmes issus de la société civile, économique de Guyane pour regagner la confiance de nos militants qui ont été trahis dans les dernières années. Carrément, trahis, le mot est lâché. Vanessa. Alors, avez-vous lu le France-Guyane d'aujourd'hui? Je l'ai survolé. La rubrique « Vous avez la parole ». Non, je n'ai pas regardé. Vous avez la parole. Je voulais un petit passage d'une personne qui a réagi. Le titre, c'est « Triste pour mon pays ». Lorsque je lis ou regarde les actualités, j'ai le sentiment qu'il n'existe plus qu'un seul parti politique en Guyane, du même cycle qu'une équipe de football. Et la fin, donc vous savez de quel parti on parle. Donc je me demande, que font les autres partis? Avez-vous peur? Si c'est le cas, alors arrêtez vos carrières de politiciens si vous ne voulez pas vous mouiller votre chemise. Qu'est-ce que ça vous évoque? On n'a pas de mandat. Simplement, on a la volonté et la conviction de proposer quelque chose d'autre, une autre alternative pour le pays. Nous, on est des chefs d'entreprise. Nous, on y va parce que nous avons assez de la situation. On dit stop. Nous, prenons nos responsabilités, on s'engage. On essaie d'exister sur le paysage politique. C'est vrai que nous n'avons pas les moyens de l'équipe de football que vous parlez. Nous, on essaie de faire avec les moyens du bord. C'est vrai, lorsque vous êtes en politique, vous êtes responsable d'un parti, il faut les moyens pour faire vivre les choses. Mais bon, tant bien que mal, nous travaillons aujourd'hui sur différentes thématiques, de manière, en fin d'année, à présenter, je dirais pas 101 propositions, mais une dizaine de propositions, mais vraiment poignantes, hein, pour pouvoir bousculer les choses, parce qu'on a la volonté, la détermination de bousculer les choses, parce que le discours politiquement correct, la Guyane en a assez. On ne peut pas se permettre de... Et pourtant, ce sont les mêmes qui sont en place. Alors, quand vous dites que la Guyane en a assez, quelle est votre réflexion, justement, du coup, de la part des électeurs qui votent toujours pour les mêmes? Simplement, en constatant le désintérêt, et on en revient toujours à cette même problématique, qu'ont les électeurs à se déplacer aux urnes lors des élections, notamment les élections locales, qui concerne quand même l'ensemble de nos concitoyens, on voit bien que nos électeurs ont beaucoup de mal à aller voter. Donc,
Si les gens ne vont pas voter, c'est qu'ils n'ont plus confiance. Donc, comme le disait Fabien tout à l'heure, il est temps aujourd'hui de redonner une nouvelle image à la fois des hommes politiques qui vont faire la Guyane de demain, mais aussi avec un projet économique, un projet sur la famille, sur l'éducation, sur l'école, emploi, le sécurité. travail. Exactement. Maître mot. Voilà. Juste pour compléter ce que disait Jérôme, que nous sommes en phase là-dessus, je crois que il faut porter un message clair. Il faut, en fait, nous, Objectif Guyane, nous avons la volonté de porter un message pour les 70%, les abstentionnistes. Quel est ce message? Quel message? Un message vrai, mais comme je vous ai dit, en fin d'année, avant fin d'année, enfin je pense plutôt fin novembre, on va vous proposer les 10 propositions. Hein. On va en parler. On est en train Vous de travaillez travailler sur 10 propositions 10 propositions fortes que nous présenterons lors de la mise en place de la nouvelle collectivité. Lorsqu'on sera en campagne, ce sera ces 10 propositions. D'accord. Développement économique, l'or, etc. Des questions. Théanie, Vanessa, juste après. Justement, vous n'avez pas, on va dire, le soutien du peuple guyanais. Est-ce que proposer 10 solutions, c'est pas un peu trop ambitieux? Est-ce que je sais pas, se focaliser peut-être sur un peu moins de solutions, ça aboutirait à quelque chose de plus concret? Je pense pas que... Non, je ne suis pas d'accord, je ne partage pas votre question, parce que la problématique du pays est énorme. Il faut faire feu de tout bois, partout, quel que soit dans l'éducation, dans le transport, dans le développement économique, dans l'or, le bois. Aujourd'hui, on a entendu le président de région a de nouvelles compétences. Il faut faire feu de tout bois en ce qui concerne pour donner les permis. Si je comprends bien la question de Théanie, c'est que celui qui va voter demain puisse retenir justement ce message fort-là sur 2 ou 3 idées fortes qui puissent se reconnaître à travers Objectif Guyane. C'est ce que j'ai compris à travers la question de Théanie. En fait, moi aussi, si j'ai compris, elle disait le fait qu'on n'a pas le soutien de la population. Aujourd'hui, je ne suis pas élu, mais nous travaillons pour demain, effectivement, avoir le soutien de la population. Jérôme Pic, sur des thèmes, effectivement, tout un chacun se reconnaîtrons par rapport à ce message que nous porterons auprès de la population. Je voudrais saluer la pertinence de la question. Effectivement, nous n'avons pas la main sur le peuple guyanais, et le peuple guyanais est libre de choisir. Mais encore une fois, il n'a pas pu choisir. Il n'y a pas d'opposition dans ce pays. Il n'y a qu'une majorité qui écrase et qui prend tout. On voit encore avec le vote des sénatoriales il y a 3 semaines, effectivement, le parti, le PSG, pour ne pas le citer, a tous les pouvoirs sur la Guyane. Est-ce que la Guyane n'est pas à gauche? Alors 35% de votants sont à gauche. Et le reste des personnes, ne va pas. M'en veut pour cette question. Non, mais je ne suis pas d'accord, parce que moi je pense que... après, c'est les résultats qui comptent. Oui, quand on voit tous nos élus en place... C'est pas vrai, parce que si vous regardez... Tous nos élus en place... Si vous regardez, quel que soit le maire, je vous mets au défi de me prendre un nom et je dirais sa politique. D'accord? C'est plus facile. Effectivement, on est à gauche parce que c'est plus vendeur. Je vais le dire, j'ai agrafé mon cas. Comme on a un complexe d'infériorité, je ne sais pas pourquoi, on dit c'est plus facile parce qu'on est plus exactement humaniste, on veut se montrer humaniste. Mais ce n'est pas vrai. Il y a dans des comportements, des signes, ce sont des mecs qui font une politique de droite, ils sont à gauche. Ils sont à gauche. Manque de courage, en fait, de leur part. Oui, manque de courage. Vanessa? Alors, je pense que l'avenir de la Guyane, ce sont les jeunes. Donc, il y a 50% de jeunes en Guyane. Comment faire pour qu'ils adhèrent à vos idées et qu'ils aillent aux urnes? En sachant que ce ne sont pas que les jeunes qui se désistent comme ça de la politique, que ce soit dans l'Hexagone ou ici en Guyane. Permets-moi, ne perds pas ton fil. Permets-moi de répondre. Madame, je vais vous dire une chose qui est simple. Chez nous, il n'y a pas de tabou. Lors des élections sénatoriales, nous avons présenté un jeune. Parce que nous croyons à la jeunesse. Monsieur Ossenbuck. Nous croyons à la jeunesse. Il nous dit que le développement de ce pays passera par sa jeunesse. Alors tous les jeunes, je lance un appel à toute cette jeunesse de notre pays qui ont envie de s'engager pour donner à ce pays la place qu'elle mérite. On les accueille les bras ouverts. Mais déjà, madame, je suis jeune, j'ai plus l'impression que les politiciens se mettent les sous dans les poches plutôt qu'ils fassent quelque chose pour la Guyane, sincèrement. Moi, Jérôme va compléter, mais simplement, juste vous mettre sur... Jérôme va compléter. Au dernier sondage, c'est ce qui ressort. Oui, c'est vrai. En Guyane, mais nous, on ne travaille pas ainsi, on travaille avec les jeunes. On ira vers l'université. Si vous voulez apprendre, on échangera nos coordonnées. Si vous avez envie de vous engager, de vous battre, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident la politique en Guyane. Il faut le savoir. On explose le temps. J'aimerais vraiment rebondir à votre question, parce qu'il est difficile aujourd'hui de faire face à une jeunesse qui est désœuvrée. Une jeunesse qu'on a assistée,
depuis des années, soit par des aides sociales, soit par des emplois assistés, etc. Aujourd'hui, la jeunesse est en manque de repères. Alors effectivement, vous pouvez avoir cette image du politique qui va s'en mettre plein les poches, comme vous avez dit, pour reprendre votre expression. Je suis, on va dire, un quinquas, encore dynamique, encore jeune. J'ai pas dans cette idée de faire de la politique pour me mettre plein les poches pour exister. Moi, si je veux faire de la politique en Guyane, c'est que j'ai des idées à avancer, notamment pour la jeunesse. Et je pense que la première chose qui est importante, c'est aujourd'hui de proposer un vrai contrat de formation professionnelle pour rattraper cette jeunesse et qu'elle se remette dans le monde du travail. Si on arrive à récupérer cette jeunesse qui vit dans des quartiers difficiles, dans des situations difficiles, on lève une grosse problématique d'insécurité. La jeunesse aujourd'hui veut tout, sans travailler, et on se rend compte qu'on est parti sur une grosse problématique, et il nous faudrait beaucoup plus de temps pour pouvoir répondre à cette question. On va revenir, bien sûr. Vous imaginez, on a encore plein de questions à vous poser. J'en ai une dernière, parce que sinon on va dépasser le temps. Question courte, réponse courte. Est-ce que vous voulez jouer un rôle pour la prochaine collectivité? On est là pour ça. C'est l'objectif premier et suprême pour s'engager et défendre les terrains du pays. On ne peut pas se permettre. Moi, je ne me satisfais pas de la situation de la Guyane. Moi, je prendrai toutes mes responsabilités. C'est ce que je suis en train de faire. Tout est en train de se jouer. Oui, déjà. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce qui sera trop tard, effectivement, c'est sans doute si on n'a pas les moyens financiers pour faire une bonne campagne. C'est tout. Mais après, les idées, les hommes, on fera ce qu'il faut. Pour aller plus loin dans le discours de Fabien, nous sommes maintenant une grosse poignée de combattants, de croyants en nos valeurs, en nos idées, qui travaillons ensemble depuis plus de 2 ans pour justement essayer de préparer un projet pour cette collectivité unique, pour que la Guyane ne se retrouve pas orpheline, trahie, comme ça a été le cas. Vous aimez ce mot, hein? Oui. Mais il est important aujourd'hui. Regardez, vous nous avez posé la première question, vous avez dit pourquoi il n'y a pas de gens de droite, ça fait 20 ans que la gauche est au pouvoir. Oui, il y a maintenant 4 ans de ça, on a vendu notre électorat à une alliance qui n'était pas de circonstances. C'est bien compris. Ça veut dire que demain, si on veut rejoindre Objectif Guyane, il faut être de droite. Non, pas forcément. Il n'y a pas d'exclusivité. Des idées de droite. Non. Il y a un seul objectif. Vous savez, vous avez le centre aussi. Hein. Seul objectif, c'est la Guyane. C'est ça qui est plus important que tout. Après, on est prêt à travailler avec les gens de toutes les sensibilités. Mais c'est la Guyane, l'objectif premier. C'est vrai que... Guyane 73. Non. Nous ne referons pas Guyane 73. Ça n'a rien à voir, monsieur. Ça n'a rien à voir. Simplement, on aura une prédominance dans ce que nous allons proposer, c'est le développement économique. Exclusivement. La grande différence entre nos propositions et notre programme, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons mettre la Guyane au travail. Proposer aux jeunes Guyanais un contrat de confiance pour qu'ils travaillent. Nous avons marre de cette politique d'assistanat qui a été mise en place pendant 20 ans. Messieurs, je vous promets de vous recevoir à nouveau parce qu'on n'a pas eu le temps de développer sur notamment toutes les questions, notamment les questions d'avenir, ce que vous allez mettre en place. De sécurité. Voilà, de sécurité, la famille, etc. Ça sera l'occasion de vous recevoir à nouveau sur le plateau de rendez-vous de l'info. Fabien Covy, Jérôme Kipp, merci d'être passé. Dom Laquezotte ce soir en prime, la piste Tarzan, présentée par Dominique Nugent. On y va. Bon, ça on n'est pas très nombreux là, parce que d'habitude on est toujours nombreux, mais bon, il va peut-être arriver tout à l'heure. Là, c'est le quartier, là. C'est là qu'il faut être. Ouais, là, c'est la base de réunion, c'est là que tout le monde est. Dès qu'on a quelque chose à faire, c'est là que tout le monde vient, c'est là qu'on discute. Il y a le hall là, on joue au basket souvent, enfin on jouait, on avait les clés et tout, puis bon voilà. Qui ça, ils font me mettre les autres? Ils font me mettre les nous. Trop bordel. Trop bordel, c'est-à-dire? Trop bruit. Même football, nous ne pouvons pas jouer là. Voilà. Nous avons joué basket tranquillement. Nous sommes là l'après-midi, nous n'avons pas gagné pour faire. Nous avons monté la roi, nous avons joué au football. Parfois, nous avons monté là depuis 8h, nous avons sorti all 17h. Là maintenant, il faut que ça nous fait. A dit collège. Mais pour ça, ils font haut là. C'est raide, hein, ça n'a pas trop évolué. Ils nous ont fermé notre hall. Donc on reste dans le quartier, on envoie blague. Et puis de temps en temps, on va jouer au football dans d'autres quartiers. Mais bon, on aurait bien aimé jouer dans notre hall local, frais, au calme. Mais bon, il y a eu conneries et puis voilà, tout le monde paye les pots cassés. Je comprends, après.
Moi, je vous dis, ça fait depuis 97 que je suis là. Et pourquoi c'est maintenant que vous voulez m'écraser les maisons? Je comprends quand on a fait des constructions illégales. Mais regardez les maisons, vous ne savez pas ce que la personne a fait. La personne a sué de son front pour construire sa maison. Et vous-même, du jour au lendemain matin, vous venez, bim. Je vais faire une association à la rue, comme on disait tout à l'heure, mais nous-mêmes, ceux qui tiennent à nous parler à la rue, parce qu'il y aura du nous, nous, ça d'activer à bon. Donc, nous-mêmes, nous tirons une association, ma boîte c'est boîte tout le temps. Donc, si vous besoin de ranger la route, chaque monde qui mettre un mot sur l'argent, il y aura maintenant la colasse là, chaque monde qui y aura tout, il y aura comment se ranger. À suivre absolument ce Dom Laquezot, un peu spécial, vous avez compris, on se plaint un petit peu, ça y est, c'est rentré dans les mœurs, qui construit illégalement sur les terrains la piste Tarzan avec Dominique Nugent. Vanessa, qui a participé à un shooting photo, c'est sa chronique ce soir. Alors ce shooting photo donc effectivement, ça s'est très bien passé, c'était un peu long. Mais réveil à 5 h du matin? Non, quand même pas. D'accord. Il ne faut pas exagérer non plus. D'accord. Donc nous sommes nombreuses, comme moi d'ailleurs, à feuilleter les magazines féminins où sont exposées des femmes toutes plus belles les unes que les autres. Et nous nous mettons parfois à rêver, à nous imaginer être à leur place. Donc j'ai assisté à un shooting photo d'une personne que vous connaissez bien d'ailleurs. Ouais. Donc le rendez-vous était donné dimanche matin à 7h30 pour pas moins de 45 minutes de maquillage et plus de 3 heures de prise de clichés. Donc je vous propose de découvrir les images tout de suite. On y va. On my mind, yeah, yeah. Même les doutes m'ont été abandonnés, ouais. Où t'es toujours campé pour côté, ouais. You make me wanna show my love to you, my love to you. Chérie, qu'est-ce que c'est pour vous? Qui t'y ouais, bon, non, pour. On met des arbres pour you. Let me give it up to you. Show my love is true. Gotta keep this love brand new. Donc vous l'avez tous reconnu évidemment, c'était Théanie. C'est vrai. Donc je tiens à remercier déjà le photographe Salomon, son assistant et Nels Makeup. Et alors, donc Théanie, quel est ton ressenti suite à une séance photo? Bon, parce qu'à la fin, effectivement, on a de très belles images, mais on a quand même passé plus de 3 heures sous le soleil, 3 heures dans l'eau pour Théanie, donc c'est pas évident. Pour un cliché peut-être qui fera la une d'un magazine. Voilà. Oui. Alors c'était comment? C'était assez éprouvant, déjà avec la chaleur, le soleil. Puis bon, on va dire que c'est la première. Enfin là, ça a été en fait c'est compliqué à expliquer. Il y a eu plusieurs tenues. Donc la première, ça allait, la deuxième, et puis au fur et à mesure, il faisait de plus en plus chaud. Et puis on avait, déjà le temps qu'on avait passé, ça s'accumulait. Et à la fin, on n'en pouvait plus, quoi. D'accord, très bien. Mais ça fera la une d'un magazine qu'on ne va pas citer tout de suite, ça sera la surprise? Exactement. Très bien, prévu pour décembre, je crois, quelque chose comme ça. Non? Non, on n'a pas le droit de dire. Je sais pas, on n'a pas le droit de dire. Merci Vanessa. On dévoile trop de choses dans cette émission. Pop-up Store. Théanie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, alors pop-up, comme vous le savez, Gilles, ça veut dire fenêtre. Vous savez, des fois, quand vous êtes sur Internet, vous avez des petites fenêtres de publicité qui apparaissent et qui disparaissent donc aussi vite. Eh bien, c'est sur oui, voilà. Je perds mes mots. C'est sur ce concept que l'entreprise Colin, donc une grande marque de produits laitiers chilienne, s'est basée
pour créer l'événement et faire le buzz dans son pays, puisqu'ils ont créé et monté de toutes pièces un magasin pour une journée au milieu d'un grand parc, qui se situe en pleine ville, un peu comme le Central Park, enfin vraiment quelque chose de très beau, où ils vendaient des articles de sport et où donc chaque personne qui désire un article, au moment de passer en caisse, se rendait compte que le moyen de paiement accepté n'était pas un moyen de tous les jours, puisqu'on payait ces articles en dépensant des calories. Voilà. C'est assez, quand on dit ça comme ça, c'est assez bizarre. Donc, je vous propose de regarder la vidéo pour comprendre un petit peu mieux. Bizarre dans mes yeux. Oui. Bon, d'accord. Allez, on regarde. Comme vous pouvez le voir, c'est un concept qui a très très bien marché. Et donc, à titre d'exemple, une brassière de sport valait environ 50 calories et pour un t-shirt, 120 calories. Donc, qui équivaut, si on le fait correctement, 15-20 minutes de sport. C'est sympa, ça. C'est sympa, oui. Ce serait pas mal de C'est faire convivial. ici. C'était la première fois, justement, que ça existait. Ça s'est passé au Chili et on espère, même si c'est au Chili, que ça se reproduira par la suite. Et pourquoi pas en Guyane. Oui, Très belle idée, en tout cas. pas. Merci, Théanie. Allez, vous le savez, hein, plein de politiques passent dans notre département. Elle est restée un peu plus longtemps que certains ministres, d'ailleurs, je crois 3 jours et demi. C'est Najat Vallaud-Belkacem. La question, que reste-t-il du passage de Najat Vallaud-Belkacem? Pour nous donner quelques éléments de réponse, Bertrand Razan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue donc, sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. Je rappelle, vous êtes au STEG UTG de l'UG pour nous parler justement de cet événement pour vous, hein, puisque Najat est votre ministre. Vous l'avez rencontrée vous-même? Oui, j'ai même fait des photos avec elle, mais D'accord. Je l'ai rencontrée, on a discuté. Petite séance de travail ou pas? Un petit peu, oui. Ah, plus la séance photo que la séance de travail alors? Plus la séance de travail que la séance photo. Ah bon, j'ai eu peur. Très bien. On regarde notre sujet de la rédaction et on revient juste après. En visite officielle en Guyane, Najat Vallaud-Belkacem a démarré son séjour hier à Kourou, où elle a assisté au lancement de la fusée Ariane 5 et passé la soirée en compagnie de personnalités locales. Pour son premier déplacement dans le département, la ministre de l'Éducation nationale est ensuite revenue dans le chef-lieu pour faire le tour des établissements scolaires et faire part de sa politique destinée à améliorer le système éducatif en Guyane. Reçue à l'Université de Guyane, la ministre a inauguré le bâtiment de la vie étudiante, puis elle a échangé avec les étudiants et les enseignants, l'occasion de montrer comment le gouvernement accompagne cette université qui sera autonome dès le 1er janvier 2015. Nous l'accompagnons de fait financièrement, ne serait-ce que par cette création de postes. J'ai précisé que 60 postes, donc d'ici 2017, c'est des postes qu'il revient à l'université de savoir comment les utiliser. C'est d'ailleurs un beau témoignage de confiance que nous faisons à l'université. C'est à elle d'identifier ses besoins. Nous estimons, nous, qu'il faut que nous investissions dans l'accompagnement des étudiants, donc que certains de ces postes doivent sans doute être utilisés à orienter mieux les étudiants, à les accompagner, à les accueillir, et donc l'université y veillera. Najat Vallaud-Belkacem s'est ensuite rendue au collège Justin Cataillé. Accueillie par une classe de cinéma, la ministre est également revenue sur le problème de décrochage scolaire en Guyane et elle a rappelé l'importance des établissements d'éducation prioritaires.
Nous voulons donner un coup de pouce particulier à ces établissements qui cumulent les difficultés sociales. Et en Guyane, je vous le dis, quasiment tous les collèges seront, à partir de la rentrée prochaine, inscrits en éducation prioritaire. C'est vraiment des établissements dans lesquels on mettra le paquet pour éviter que les élèves ne décrochent et au contraire pour faire réussir chacun d'entre eux. Après une journée consacrée à l'éducation avec la visite de plusieurs établissements, la ministre se penchera demain sur l'aspect recherche en se rendant notamment à l'Institut Pasteur pour inaugurer le pôle amazonien. Un reportage signé Stéphanie Puglisi. Bertrand Razan, avant de vous poser les premières questions, votre ressenti du passage de la ministre en termes de confiance. En général, il y a des ministres qui passent. Souvent, on reçoit des politiques le lendemain sur le plateau. Pour eux, ce sont de belles paroles. On sait très bien qu'il n'y aura pas de résultat. Et vous, Najat, qui est un peu une sorte de star du gouvernement de gauche, quel ressenti vous avez eu en termes de confiance, je parle bien sûr. Pas pour les photos. Oui, en effet. Elle est toute nouvelle. Elle passe nous voir, nous dire bonjour. Continuer sur des promesses qui ont été faites depuis 2 ans. Donc, on attend de voir, on lui donne le bénéfice du doute, mais pour l'instant, on ne peut pas juger sur une première visite assez rapide en ce qui concerne l'université. En vérité, la Guyane, en termes d'éducation, la Guyane a besoin de quoi? Quelles sont les priorités? S'il faut en dégager 2, ça serait lesquelles? La Guyane a besoin d'un plan Marshall concernant l'éducation pour tout reprendre, tout remettre à plat. Et la priorité, c'est de former les formateurs. La première priorité. Et ensuite, elle vous dit quoi là-dessus? On n'a pas parlé directement, mais on attend des réponses là-dessus au niveau de l'UTG et du STEG UTG. Donc la formation des formateurs et aussi... c'est même pas le rattrapage du retard, puisqu'on ne parle plus de rattrapage du retard. Il faut rattraper plus, mettre des postes supplémentaires pour que l'éducation en Guyane soit une priorité absolue. Tout à l'heure, une des chroniqueuses disait qu'il y a 50% de jeunes en Guyane. On veut leur donner du travail, il faut d'abord les former. On est d'accord. Vanessa. Vous avez peut-être entendu ou lu la fusée d'école, mais pas l'école. Donc, ça a été dit par un syndicaliste. Donc, effectivement, elle a visité des écoles, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes dans les écoles situées sur le fleuve. Donc, comment en 3 jours, même si elle est restée plus longtemps que les autres, elle peut voir tous les problèmes qui existent au niveau de l'école en Guyane, mais surtout au fleuve. Ils ont tendance à rester sur le littoral, il faut le dire. Voilà, ça démontre bien la difficulté de l'école sur le fleuve, c'est déjà l'accessibilité. L'accessibilité pour... S'ils arrivent à aller à l'école sur le fleuve, elle peut y aller aussi, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est beaucoup plus difficile pour eux, et même pour les gens du fleuve, il y a une certaine pénibilité à aller à l'école. Ils ont même envoyé des formateurs sur le fleuve, c'est très difficile, c'est compliqué, les gens n'ont pas la même culture, donc là, il faut arriver à avoir une formation spécifique pour permettre aux gens et créer un certain lien. Et c'est pour ça que nous, on propose une formation endogène, un développement endogène de la formation pour former des gens du fleuve à former leurs enfants et leurs petits frères. Théanie? Est-ce qu'il y aurait une priorité au niveau de l'éducation? Est-ce que ça serait plutôt tout ce qui est école primaire ou est-ce que ça serait vraiment études supérieures? En fait, c'est un cercle, c'est une boucle. Aujourd'hui, nous avons obtenu l'université de Guyane, une université autonome. À partir de l'université, on peut former des professeurs des écoles, puisque l'ESP est une école interne de l'université qui forme les professeurs. Former les professeurs en prenant en compte la particularité guyanaise, la pluriculturalité, il ne faut pas se voiler la face. Nous avons un certain nombre d'ethnies qui vivent en Guyane, sur le fleuve et même sur le littoral. Il faut pouvoir faire passer le message à l'ensemble de ces pluricultures. Et à partir de là, il faut une formation qui soit aussi spécifique pour ça. On ne peut pas balancer quelqu'un de la métropole directement dans le Haut-Maroni. Et souvent, il y a même des morts par rapport à ça. Bertrand Razan, ça sera ma dernière question. De votre point de vue, comment s'est passée la rentrée scolaire? De votre point de vue, est-ce que
moins bien passé que l'année dernière? Est-ce que c'est toujours pareil? Il y a des gens qui sont restés sur le carreau, à votre avis? Que ce soit au niveau des élèves ou au niveau des professeurs. Hein. Universitaire ou... Universitaire. Universitaire, ça s'est bien passé, ça s'est mieux passé, je pense, que l'an dernier, parce que justement, on a réglé un certain nombre de problèmes. On a des effectifs qui augmentent sensiblement. Donc, avoir une université de Guyane, c'est vraiment une volonté de l'ensemble et qui fait qu'aujourd'hui, oui, on a le challenge, puisque maintenant on a réussi à gagner une bataille, comme je dis, mais on n'a pas encore gagné la guerre, parce que le challenge, c'est de proposer des formations d'excellence en Guyane. Théalie, une dernière question, toute dernière. Une toute petite question. À titre d'exemple, je suis moi étudiante à l'école de commerce et je sais que ce soit dans ma classe ou dans mon école, beaucoup d'élèves partent en France puisque ici les formations s'arrêtent à Bac+3. Est-ce que développer des formations Bac+5 n'aiderait pas justement à garder les jeunes en Guyane et ça augmenterait vraiment tout ce qui est après, que ce soit emploi ou alors formation pour les écoles? Parce que souvent les jeunes partent, ils ne reviennent pas. Hein. C'est encore un autre débat. La fuite des cerveaux, on ne va pas en entamer maintenant. Pas ce soir. En fait, je milite personnellement pour qu'on ait des formations complètes, des cursus qui sont de bac jusqu'à Bac+8, jusqu'au doctorat. Donc, renforcer l'existant et créer des niches et faire en sorte qu'on ait des formations complètes pour que justement on n'ait pas ces fuites de cerveau et qu'on ait de la compétence sur place. C'est ce qu'on appelle le développement endogène de la formation. Avoir les gens et les garder sur place pour pouvoir transmettre à l'ensemble et faire élever le niveau de l'ensemble pour le bien du pays. Bertrand Razor, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes STEG UTG de l'UG. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci les filles, à demain. N'oubliez pas, donc ce soir, Dom Laquezotte, Piste Tarzan, juste après ATG Sport. Voilà, un ATG Sport présenté par Jonathan Lariot. Sans plus tarder, les infos nationales et internationales signées BFM. À demain, 19h. Bonne soirée.